Première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2022. Les trois centrales et confédérations syndicales reconnues au Bénin y ont pris part. Vous suivrez le point dans ce journal. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'active pour mettre à disposition de la Commission électorale nationale autonome Sénat en novembre 2022 la liste électorale informatisée. Vous suivrez le point des travaux dans ce sens dans ce journal. Et puis en interactualité, ce dimanche, le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté la résidence royale de Balmoral pour rejoindre la capitale écossaise avant d'être rapatrié à Londres dès ce mercredi en vue de l'enterrement le 19 septembre prochain. À partir de ce lundi, le cercueil d'Elisabeth II va être exposé au public. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision, première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2022. Les trois centrales et confédérations syndicales reconnues au Bénin y ont pris part. C'est à Cotonou, à la salle Colline de l'Infosec de Cotonou, bien sûr. Remarque tout ça pour le compte rendu. Rencontre membres du gouvernement et représentants des organisations syndicales des travailleurs. Le débat était animé sans langue de bois. Les expressions étaient libres. Il n'y a pas mise en œuvre de dialogue social au Bénin. Les canaux du dialogue social sont bouchés depuis un moment. Et vous voyez, on se retrouve seulement parce qu'il y a la rentrée. S'il n'y avait pas rentrée, on ne se rencontrerait pas. On a dit diligence à accomplir ou accompli pour une bonne rentrée. Mais il y a des diligences qui sont urgentes, plus urgentes que la rentrée. Parce qu'il y a un lien entre ces diligences qu'on doit faire, ces urgences, entre ces urgences et la rentrée. Abdoulaye Biotane, président de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au nom du gouvernement, a rassuré de ce que les mesures sont prises pour atténuer les douleurs des enseignants. La session, qui est une session extraordinaire, a été consacrée exclusivement aux questions liées à la rentrée scolaire. Et après la présentation des ministres, des trois ministres chargés de l'éducation, nous avons échangé sur les conditions de préparation de la rentrée et nous avons convenu que les conditions de cette préparation s'est bien passée et qu'on peut considérer que la rentrée scolaire prochaine de ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet des préoccupations et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur les conditions d'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement a annoncé à la session qu'en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Et je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. D'autres réformes sont également entreprises par le gouvernement en vue d'une année scolaire et universitaire paisible. Vendredi dernier, le Fonds national de développement agricole FNDA a procédé à la signature des conventions de subventions octroyées aux promoteurs agricoles retenus au titre de l'année 2022. C'est au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs acteurs de la chaîne agricole ainsi que des ministres de l'Agriculture et des petites et moyennes entreprises. Reportage. Cette cérémonie est le couronnement de l'appel à projet lancé en avril dernier par le FNDA. Il est relatif aux subventions des initiatives agricoles au profit des organisations professionnelles agricoles et les petites et moyennes entreprises. Nous avons ciblé 8 filières, à savoir le manioc, le riz, le maïs, le soja,
le maraîchage, la pisciculture, la mangue et puis la viande et lait. Pour être éligible, il faut être une organisation professionnelle agricole immatriculée ou bien une micro, petite et moyenne entreprise immatriculée et disposant d'un registre de commerce. Pour les bénéficiaires, l'initiative est vue comme un apport important pour la lutte contre le chômage et l'emploi des jeunes. Nous, bénéficiaires, étant conscients de l'importance et de la rigueur que le chef de l'État, M. Patrice Talon, met dans la bonne gestion des ressources, devant servir à impacter positivement la communauté béninoise, tant sur le plan social qu'économique, nous promettons d'utiliser nos subventions pour des investissements prévus pour le rayonnement de nos entreprises et la revitalisation de l'industrie agricole béninoise. À tous les promoteurs, entrepreneurs, hommes comme femmes, c'est à nous qu'incombe la tâche de construire notre pays, le Bénin. 679 dossiers de candidature sont reçus et traités par le FNDA pour finalement retenir les 37 bénéficiaires. Quant au gouvernement, il dit attacher du prix au développement de l'agriculture et au rayonnement des entreprises. Nous pouvons accroître les performances de notre agriculture sans l'investissement du secteur privé. Et c'est à ce titre que le gouvernement du président Patrice Talon a donné une nouvelle orientation et des moyens conséquents au Fonds national de développement agricole pour bien jouer ce rôle. La présente cérémonie en est un témoignage vibrant qui marque l'engagement de l'État béninois à travers le fonds à soutenir les initiatives agricoles portées par le privé. Je voudrais féliciter chaleureusement les promoteurs agricoles retenus à l'issue de ce processus rigoureux et transparent de sélection mis en place par l'équipe du FNDA et son partenaire financier, la coopération suisse. Je vous encourage à faire preuve de sérieux et de travail acharné en vue de la bonne mise en œuvre de vos projets respectifs. Faut-il le rappeler, ces 37 promoteurs agricoles bénéficieront d'une subvention évaluée à plus de 845 millions de francs CFA. L'Agence nationale d'identification des personnes s'active pour mettre à disposition de la Commission électorale nationale autonome Sénat en novembre 2022 la liste électorale informatisée. Dans ce sens, il a procédé ce jeudi 8 septembre 2022 au lancement de la phase d'affichage de la LEI provisoire dans tous les centres de vote du Bénin. Reportage Romaric Dossard et Mathieu Sessou. 6 709 888. C'est le nombre de potentiels électeurs qui figurent sur la liste électorale informatisée provisoire LEIP à la date de ce jeudi 8 septembre 2022. L'annonce a été faite ce même jour par le gestionnaire mandataire de l'Agence d'identification des personnes ANIP face à la presse nationale. Notre objectif au niveau de l'ANIP est que nous ayons l'exhaustivité de notre population au niveau du registre national des personnes physiques. L'ANIP reste ouverte pour ceux qui, jusque-là, n'ont jamais fait le RAVIP et qui doivent pouvoir le faire pour faire valoir leur droit électoral. Nous le disons parce qu'après les 15 jours de période de réclamation où nous allons fermer l'injection dans le système pour bien prendre en charge les réclamations, les nouvelles personnes qui vont se faire recenser au RAVIP vont être prises en compte, vont être intégrées. Nous sommes mus par le souci de l'inclusion, mais ce n'est pas pour autant que nous allons être exposés au chantage du citoyen qui refuse de se mettre au pas de la loi. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a le plus fort taux de potentiel électeur avec 556 860 personnes. Les populations peuvent donc aller consulter dans les centres de vote de leur localité leurs informations sur les affiches. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification, ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale,
leurs données électorales, leur centre de vote. Et la page leur demande également à un endroit, voulez-vous faire un transfert? S'il clique oui, une autre page s'ouvre et les données qu'il avait consultées reviennent en format modifiable et il choisit le centre de vote de son choix, dans la commune de son choix, dans l'arrondissement de son choix, dans le quartier ou village de son choix. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont le téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit simplement pour eux de pouvoir consulter leur présence et découvrir leur adresse électorale. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Cela va afficher au bout d'environ demi-seconde ou une seconde leur adresse électorale, les informations nominatives et personnelles et le centre de vote. Et s'ils veulent faire un transfert, puisqu'ils sont sur un terminal qui ne permet pas de faire le transfert, ils ont quand même connaissance de leur centre de vote. Ils peuvent se rendre dans leur arrondissement ou dans un arrondissement pour dire « j'ai vu mon centre de vote, mais je vais faire un transfert ». Nous avons mis en place des agents d'appui à l'inclusion numérique qui sont là pour les aider à faire le transfert durant toute cette période de 15 jours. Cyril Goubedi a également fait savoir que c'est après la prise en compte des différentes observations que sortira la liste électorale informatisée définitive, celle qui sera remise en novembre prochain à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. En interactualité, les rebelles éthiopiens du Tigré ont annoncé dimanche 11 septembre 2022 qu'ils étaient prêts à participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine destinés à mettre fin à près de 2 ans de conflits armés dans cette région du nord de l'Éthiopie. Pour l'Union africaine, il s'agit d'une opportunité unique pour mettre fin à la guerre qui ravage le nord de l'Éthiopie. Dimanche, les rebelles du Tigré ont accepté de prendre part à des pourparlers de paix avec le gouvernement d'Abiy Ahmed sous l'égide de l'organisation continentale. Ils se sont aussi engagés à une cessation immédiate et mutuelle des combats afin de créer, je cite, une atmosphère propice aux discussions. Le ministre d'État éthiopien pour la paix, Tai Denda, a qualifié cette annonce d'évolution positive. Le Front populaire de libération du Tigré avait rejeté la précédente médiation de l'Union africaine, estimant que son envoyé, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, était trop proche du Premier ministre éthiopien. Après 5 mois de trêve humanitaire, les hostilités ont repris le 24 août dernier. Cette guerre fratricide au Tigré, région qui jouxte la frontière érythréenne, entrera en novembre dans sa 2e année. Selon des responsables locaux, le Tigré souffre de pénurie alimentaire, d'un manque d'électricité, de communication et de services bancaires. En Guinée-Conakry, le Fonds national pour la défense de la Constitution accuse le président de la transition de complicité, d'homicide et de torture et a aussi saisi la justice française ce 8 septembre 2022. Une plainte visant le président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été déposée à Paris. Le chef de la junte est accusé de complicité de torture et d'homicide volontaire par le Front national de défense de la Constitution, mouvement dissous le mois dernier par le gouvernement de Conakry. Les plaignants dénoncent des exactions commises par les autorités à l'encontre de manifestants reprochant au gouvernement une gestion unilatérale de la transition. Plusieurs rassemblements anti-junte se sont tenus entre fin juillet et mi-août, malgré une interdiction du pouvoir. Pendant cette période, le FNDC indique que 3 de leurs membres ont été tués par balle. Cette coalition, qui regroupe partis politiques, syndicats et membres de la société civile, a été initialement fondée pour empêcher un 3e mandat de l'ancien dirigeant Alpha Condé. Selon elle, l'absence d'indépendance des juridictions guinéennes ne permet pas de procès crédible et la justice française peut intervenir car Mamadi Doumbouya a aussi la nationalité française. Au lendemain des déclarations du colonel Goïta appelant l'extradition des personnalités politiques maliennes résidant en Côte d'Ivoire, une source proche de la présidence ivoirienne a accusé dimanche la junte militaire au pouvoir au Mali d'avoir donc pris en otage ces 46 soldats
détenus depuis le 10 juillet au Mali. Abidjan dénonce une prise d'otage de ses 46 soldats détenus au Mali suite aux déclarations du pouvoir de Bamako exigeant la libération de personnalités maliennes contre leur extradition. Dimanche, cette même source proche des autorités ivoiriennes a ajouté que ce marché était inacceptable et qu'il ne resterait pas sans conséquences. 2 jours auparavant, dans un communiqué, l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, avait décrit comme contrepartie cet échange. Selon le militaire, son voisin sert d'asile politique à des personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Il a notamment cité le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020. Cette affaire dure depuis le 10 juillet, date à laquelle 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de mercenaires par Bamako. Depuis, 3 femmes militaires ont été libérées. Plusieurs médiations ont eu lieu durant ces 2 mois et ce dossier pourrait encore faire l'objet de discussions brûlantes lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu prochainement à New York. Un mini-magazine dans cette page internationale. Shadi Rabab et son groupe jouent des instruments qu'ils fabriquent à partir des déchets. L'Égyptien propose aussi des ateliers de fabrication d'instruments, de recyclage également dans les écoles. Reportage. Les sons que l'on entend sont bien mélodieux, mais les instruments avec lesquels joue le groupe sont issus des déchets. Tous les amateurs de musique ne peuvent pas se payer des instruments. Shadi Rabab a donc décidé d'en fabriquer à partir de matériaux trouvés en abondance, les déchets. Il s'agit de musique, de créativité et d'habileté manuelle, mais aussi de changer la perception des gens sur les déchets. Ce ne sont pas seulement des choses à jeter. Nous devrions en faire bon usage et les empêcher de polluer la nature et nos océans. Ravi d'enthousiasmer les enfants pour le recyclage, Rabab organise des ateliers auprès des écoles. Il y travaille aussi avec des enfants des rues. Le projet lui a valu le prix de Jeune Champion de la Terre, décerné par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Mon rêve serait que l'on apprenne à fabriquer des instruments dans toutes les écoles. Le système éducatif devrait intégrer le surcyclage et le recyclage au programme, ainsi que la réduction et le tri des ordures ménagères. Rabab se considère comme un inventeur. Il fourmille d'idées pour redonner vie aux objets qui jonchent les villes et les campagnes. Il a récemment construit un orgue à partir de bouteilles de plastique vides. En collaboration avec un autre musicien, Shadi Rabab a sorti l'album Electro Zebala à l'été 2021. Ils sont déjà en train de travailler sur le prochain. Vous avez aimé ? Vous avez aussi des projets ? Racontez-nous. Rendez-vous sur notre site ou envoyez-nous un tweet. Hashtag à toi de jouer. Nous partageons vos histoires. Après l'Afrique, l'Europe à présent, les forces ukrainiennes pourraient avoir fait croire tout l'été à une contre-offensive massive dans le sud du pays pour y ficer les Russes et mieux également les déborder dans le nord-est, suggère donc le spécialiste de stratégie militaire. L'est de l'Ukraine en proie aux flammes et à l'obscurité. Dans la soirée de dimanche, plusieurs régions ont été bombardées, provoquant l'arrêt de 2 centrales électriques et des coupures de courant. Des attaques causées par les Russes, selon le président Volodymyr Zelensky. Les Russes restent des terroristes et attaquent des infrastructures essentielles, pas des installations militaires. Le but est de priver les gens de lumière et de chaleur. Kiev accuse les forces russes de frapper les infrastructures énergétiques en représailles à leur défaite sur le champ de bataille. Car depuis le début de la contre-offensive lancée au début du mois,
L'armée ukrainienne affirme avoir repris 3000 km² de territoire. Ce lundi, elle annonce aussi avoir libéré les villes de Balaklia, Izium et Kupiansk. Selon les autorités de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, des milliers de personnes auraient fui Kharkiv vers la Russie au cours des dernières 24 heures. Il y a aujourd'hui 1342 personnes dans 27 centres d'hébergement temporaire de la région. Nous nous préparons à envoyer des groupes de 500, 200 et 50 personnes dans d'autres régions. Le ministère russe de la Défense a admis ce week-end que la situation était difficile et qu'il regroupait ses forces de Kharkiv dans la région de Donetsk pour concentrer ses efforts militaires aux côtés des séparatistes pro-russes. Un retrait important confirmé sur cette carte de l'état-major russe. Dans les territoires libérés près de Kharkiv, les procureurs ukrainiens enquêtent sur de potentiels crimes de guerre commis par les Russes pendant l'occupation. Plusieurs corps de civils, enterrés à la hâte, présenteraient des signes de torture. Ce dimanche, je l'annonçais dans les titres, le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté la résidence royale de Balmoral pour rejoindre donc la capitale écossaise avant d'être rapatrié à Londres dès ce mercredi en vue de l'enterrement le 19 septembre 2022. À partir de ce lundi, le cercueil d'Elisabeth II va être exposé au public, une procession menée par le nouveau roi Charles III. Les cérémonies d'adieu à la reine se poursuivent au Royaume-Uni. À partir de ce lundi, le cercueil d'Elisabeth II va être exposé au public. Une procession menée par le nouveau roi Charles III le conduira de la résidence royale d'Édimbourg à la cathédrale Saint-Gilles. Les Britanniques pourront alors rendre hommage au plus près à leur souveraine décédée jeudi. La veille, ils étaient nombreux le long du parcours du cortège funéraire menant du château de Balmoral, où a eu lieu le décès, jusqu'à la capitale écossaise. Parmi la foule figurait la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui aura sa première audience avec le nouveau monarque dans la journée. Mardi, les regards se tourneront vers le palais de Buckingham à Londres, où le public continue de déposer fleurs et messages en mémoire de celle qui a régné plus de 70 ans sur le pays. Le cercueil d'Elisabeth II y sera de nouveau exposé publiquement jusqu'à la journée de funérailles nationales, le 19 septembre prochain. En attendant, le tout nouveau roi de 73 ans s'installe dans ses fonctions. Charles a donné sa première réception officielle en recevant les représentants des royaumes du Commonwealth, dont il est désormais également le nouveau monarque. C'est terminé pour ce journal sur Speedline Télévision, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi, portez-vous bien. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, également en replay sur le www.speedlinetvbn.com. Mesdames, messieurs, portez-vous bien et que Dieu nous garde.